Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre émission VooZoom pour présenter, pour préfacer la 5e journée de Première Ligue après le break international. C'est le retour d'un championnat anglais qui donne l'impression d'être complètement fou. On reviendra évidemment sur la 4e journée, mais on va préfacer aussi les matchs de ce week-end et ça commencera samedi à 13h30 avec Everton-Liverpool. On parlera aussi de l'autre grand match du week-end, Manchester City-Arsenal, et on parlera aussi en fin d'émission d'une équipe qui surprend pour le moment, c'est Aston Villa. Pour participer à cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno, Jean-François et Christian. Tout va bien? Tout va bien. Ça va, tout va bien. Il nous fallait bien une bonne dizaine de jours pour nous remettre de ces émotions, de cette onde de choc, notamment du dimanche de la 4e journée. C'était un Bloody Sunday pour certains, c'était un Super Sunday pour d'autres. On rappelle quand même les scores. Aston Villa, Liverpool 7-2, Tottenham qui gagne 1-6 à Manchester United. Et on pourrait même mettre la victoire de West Ham qui a gagné 0-3 Leicester. Leicester qui avait mis 5 buts à Manchester City la semaine d'avant. Alors je ne sais plus quel qualificatif utiliser par ce début de saison en Première Ligue. Rocambolesque, chaotique, surréaliste. Je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose. Oh, spectaculaire, spectaculaire. Mais on avait déjà eu un avant-goût aussi avec cette première journée, hein, le 4-3 avec Leeds, là où on a eu 5 buts en 33 minutes, c'était déjà pas mal. Et là, ça semble se confirmer. Est-ce que ce sont les stades vides qui poussent à quelque chose de particulier? Peut-être que Chris aura une réponse, hein. On va peut-être demander d'abord à Jean-François, est-ce que les joueurs sont plus efficaces devant le but? Est-ce que les gardiens sont pas à niveau? Ou alors est-ce qu'il y a le facteur chance qui fait que on peut tirer n'importe où du terrain et ça rentre? C'est un peu compliqué à expliquer, mais puisque vous avez évoqué tout à l'heure la prestation de Leicester face à West Ham, je dirais que ce jour-là, Leicester était complètement aux abonnés absents, alors que je les avais vus une semaine plus tôt. Ils avaient été extrêmement performants sur la pelouse de Manchester City. Donc, je dirais des ascenseurs émotionnels pour les supporters, tant leurs joueurs sont bons une semaine et sont mauvais la semaine suivante. Parce qu'ici, dans ce cas-ci, c'était bien Leicester qui était extrêmement mauvais face à West Ham. Donc voilà, je sais pas de continuité en tout cas dans les performances des équipes, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Alors Christian, on fait le bilan semaine après semaine, journée après journée. Que peut-on dire de cette Première Ligue au terme de la 4e journée? On voit que notamment ça commence à s'équilibre, pardon, entre les victoires à domicile et les victoires en déplacement. Oui, avec les victoires de la semaine passée, il y a eu beaucoup de victoires à domicile. Je crois que c'est 7, 6 ou 7. Et donc, c'est sûr que ça s'équilibre un peu plus maintenant. Et on va voir la suite. Et concernant ce qui se passe actuellement en Première Ligue, c'est intéressant de savoir que quand on a une préparation normale, c'est-à-dire une préparation en juin et en juillet, on sait que les équipes ont généralement des problèmes en fin octobre, début novembre. Et comme maintenant, on a repris, évidemment, et on a décalé, probablement que les équipes maintenant subissent ce contre-coup normalement qu'ils devraient avoir en fin octobre, fin novembre. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un relâchement au niveau de la concentration et il y a peut-être ce creux qui nécessite un moment de repos pour pouvoir à nouveau remettre un peu les choses dans quelque chose de plus normal. L'horloge biologique, finalement, des joueurs, des équipes est un petit peu déséquilibrée. Un championnat qui a terminé en juillet, des Coupes d'Europe pour certains clubs. On reprend en septembre. Certains clubs n'ont même pas joué de match de préparation. Je voulais attirer l'attention aussi sur cette moyenne de buts spectaculaire quand même. Ça fait depuis 1930 que le championnat d'Angleterre n'a plus été si prolifique en termes de buts. Mais moi, je voudrais attirer l'attention sur des calendriers surchargés. Alors, le football, c'est évidemment de nombreux paramètres, dont un important, c'est le mental et l'aspect de la concentration. Or, j'ai le sentiment qu'il y a une certaine usure peut-être et que comme ça se joue sur des détails, eh bien, les détails offensifs et défensifs ne sont plus toujours euh, peut-être suivis avec la même concentration, la même attention. Christian parlait de décalage peut-être de ces saisons. Et c'est vrai qu'il faut ajouter à ça que dès qu'ils ont une pause, ils partent jouer les matchs en équipe nationale, ils en jouent 3 maintenant, et puis ils vont revenir en championnat, ils sont de nouveau, etc. Donc je pense qu'il y a aussi cette fatigue. On est tous fatigués, même à la limite du contexte général dans lequel on vit actuellement, et eux doivent continuer à performer dans ce contexte-là. Donc je pense qu'il y a un petit truc là qui joue au niveau mental. Il y a une équipe en tout cas qui est très performante depuis le début de la saison, c'est Everton. C'est le premier gros rendez-vous du week-end, samedi 13h30, Everton-Liverpool, le derby de la Mersey. C'est la première fois depuis plus de 30 ans qu'Everton va accueillir Liverpool en tant que leader. Everton est premier, c'est un sans faute, 100% des points, a aussi le meilleur buteur dans son équipe.
c'est vraiment un club qui surprend puisque la fin de saison dernière avait été compliquée avec une victoire sur les 6 dernières journées. On ne s'attendait pas à voir Everton à ce niveau-là, Bruno. Non, et c'est ce qu'on appelle vraiment, c'est ce que les Anglais appellent un massive game, hein, dans une ville de Liverpool qui est complètement confinée. Hein, c'est la ville où tout est fermé là aujourd'hui du côté de Liverpool. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe du côté d'Everton. Après, on ne peut pas tirer de conclusion aujourd'hui, hein, de même pour Aston Villa, on en reparlera peut-être. Mais quelque chose se passe. Alors, je n'imagine pas personnellement que c'est une équipe qui pourrait finir dans le top 4, mais quand on veut être dans un top 6, il faut profiter de toutes les circonstances. Après, battre Brighton, battre Palace, battre West Brom, même si on est en plan de 5, c'est pas un match référence encore. Ils ont battu Tottenham. Aller gagner 0-1 à Tottenham, ça c'est un match référence, mais une équipe de Spurs qui a complètement été déjouée et qui n'a absolument pas opéré de pressing dans cette rencontre-là. Et donc, c'est une équipe très joueuse. Alors, on en reparlera peut-être des possibilités offensives de cette équipe des Toffees, mais Doucouré, Alan, Gomez, Sigurdsson, Davis, Delph dans l'entrejeu, il y a des possibilités de rechange. On peut faire tourner un peu la machine là. Et puis il y a Rames aussi. Il a prouvé maintenant qu'on peut être performant. Je crois que c'est 3 buts, 2 assists, alors qu'il a quasiment pas sprinté depuis la première journée. Ce qui en première ligue est quand même assez incroyable. Une 2 chevaux au pays des Formule 1, c'est bizarre, hein? Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire, notamment au niveau offensif, Christian, de cette équipe d'Everton, avec un buteur, bien sûr. C'est Calvert-Lewin. On avait expliqué dans les émissions précédentes et les émissions en fin de saison passée, qu'est-ce qui est important, c'est de pouvoir marquer dans des domaines de jeu où les autres sont moins performants. C'est-à-dire, comme on a expliqué, le jeu dominant, tout le monde marque aujourd'hui 45% de ses buts sur jeu dominant. Donc, on avait dit la reconversion rapide et surtout les phases arrêtées. Les phases arrêtées, c'est 1 but sur 3, voire un petit peu moins dans la moyenne générale. Aujourd'hui, Everton, c'est pas étonnant qu'ils soient en tête et avec un 12 sur 12. Ils ont 50% de leurs buts sur phase arrêtée et il y a 4 buts sur les 6 sur phase arrêtée qui sont marqués de la tête. Donc, c'est toutes des choses qui sont exceptionnelles et cette exception leur permet d'être plus haut que les autres parce que malgré tout, ils parviennent encore à marquer dans le domaine dans lequel tout le monde marque, c'est-à-dire le jeu dominant. Et ici, on le voit clairement sur l'infographie, coup franc indirect venant de la gauche, coup franc indirect venant de la droite, le penalty, 2 corners venant de la gauche, le jeu de tête, je pense que pour le moment, c'est un sans faute. Et sachant surtout, Serge, qu'ils ont marqué dans chaque journée de championnat, ils ont marqué au moins un but sur phase arrêtée. Donc ce domaine-là, il est exploité au maximum et c'est pour ça que il récolte les fruits de ce travail-là. Alors, une équipe qui n'est pas parmi les favoris du championnat, qui joue en bleu, qui a un buteur et qui commence bien le championnat, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Allez, on va dire c'est Leicester. Est-ce que vous pensez qu'Everton peut faire un coup à la Leicester cette saison? Je sais pas. Enfin, il y a un point commun entre les deux, c'est qu'ils ont un entraîneur italien en plus déjà. Et puis Ancelotti, on peut dire qu'il a l'expérience, que sans tomber dans le cliché, il sait préparer physiquement une équipe et il sait l'installer tactiquement. Oui, mais alors justement, moi j'aimerais tomber dans le cliché justement de l'entraîneur italien, de la rentabilité en termes de points par rapport à ce qu'on vient de voir maintenant. C'est-à-dire, en fait, c'est arrivé. L'exemple de Calvert-Lewin est un bon exemple. C'était un bon attaquant, c'est devenu sous la direction d'Ancelotti un très bon attaquant. Et il y a d'autres joueurs comme ça. Le jeune Davis qui joue au milieu est un bon joueur, ça devient un très bon joueur, etc., etc. Donc le propre d'un entraîneur aujourd'hui, comme à l'époque on a magnifié des joueurs du côté de Leicester, certains joueurs sont en train de se magnifier du côté d'Everton. Et c'est ça le secret. Ça marche une saison, ça marche 2 saisons, et après on peut s'essouffler. Mais sur cette entame de saison-ci, je dirais que pour moi, en tout cas, c'est l'entraîneur qui aujourd'hui entraîne les joueurs dans le sillage de la performance. C'est le sentiment que ça me donne. Pour revenir sur Calvert-Lewin, Serge, depuis qu'il est à Everton, 2016, il a connu 6 coachs. Certains l'ont mis à droite, d'autres l'ont mis derrière l'attaquant, certains l'ont mis sur le banc. Aujourd'hui, il est plein axe, il a Ancelotti, et donc voilà, il a peut-être trouvé l'entraîneur. On lui a laissé le temps aussi, 6 entraîneurs pour être aujourd'hui le meilleur buteur. Après, il faut confirmer, mais c'est merci à Ancelotti, quoi. C'est important aussi. On a parlé de l'aspect offensif, mais sur la longueur, c'est l'aspect défensif qui pourrait faire la différence. Et on a un petit doute quand même sur Jordan Pickford, qui a fait quelques erreurs depuis le début de la saison. Est-ce que c'est peut-être le talon d'Achille de cette équipe? Il n'a pas un concurrent maintenant?
À Everton, non. En Angleterre, oui, peut-être, Oui, dans la mais sélection. Enfin, je m'excuse parce que j'ai lu l'information, je n'ai plus mais j'ai lu un petit papier sur lui, justement, sur la pression qu'on était en train de lui mettre sur ses performances, justement, et que c'était peut-être la seule chose qui manquait à Everton aujourd'hui, mais c'est dans l'absolu un bon gardien. J'ai envie de revenir sur ce que tu disais avant. C'est-à-dire, si Ancelotti arrive à le faire progresser, lui, dans la même proportion qu'il est en train de faire grandir les autres, ça deviendra une équipe, je pense, dangereuse. À titre personnel, quand je les ai vus transférer pendant l'été, je m'étais dit, tiens, voilà, peut-être une équipe qui peut être une surprise cette année-ci. J'avais eu la même opinion sur Manchester United, là je m'étais planté complètement. Hein, donc voilà, même Ça s'ils vient de n'avaient commencer. pas transféré beaucoup, j'avais le sentiment qu'il y avait une certaine stabilité qui arrivait. Mais ici, je trouve que oui, enfin, défensivement, ils ne sont pas si mauvais depuis le début de la saison. Hein. Ouais, et il y a encore leur meilleur défenseur de la saison dernière qui doit revenir, c'est Mason Holgate. Voilà, pour Everton, on doit évidemment parler de Liverpool, cette équipe qui est sans doute encore un petit peu traumatisée de cette défaite 7-2 à Aston Villa. Et Jürgen Klopp n'aura que 2 jours, puisque quasiment tous les joueurs sont partis vers les matchs internationaux, 2 jours pour préparer cette rencontre. Alors, je crois que c'est vous qui avez commenté le match, Bruno. Il y a Jamie Carragher qui a dit après le match que c'était pour lui la pire performance défensive qu'il ait pu voir de Liverpool. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Par la force des choses, quand vous en prenez 7, alors sans leur gardien titulaire, il ne faut pas l'oublier non plus, tout ce qui était cadré finissait au fond. Donc ce sont des circonstances très, très défavorables tout le long d'une rencontre. Après, pour moi, il n'y a rien d'inquiétant. Hein. Quand on regarde un peu les stats de Klopp qui fête sa 5e année, la pile, hein, en octobre, il est arrivé en octobre 2015. La progression des matchs gagnés augmente, le pourcentage des matchs gagnés augmente. Ils sont à peu près sur toute compétition confondue à 8-9 défaites par saison. Hein. Celle-ci pourrait être anecdotique, on verra ça dans 3 mois. Maintenant, ce qui pourrait inquiéter, c'est 33 contre Leeds et 7 contre Aston Villa. Ça pourrait être un aspect inquiétant parce que le championnat démarre seulement. En tout cas, elle est historique pour le moment, cette défaite. C'est pas anecdotique. Hein. Et tout est historique avec Klopp depuis qu'il est arrivé là. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, Christian, on voudrait quand même ouvrir le chapitre des circonstances défavorables et je pense que vous avez pu relever dans vos analyses, vos observations que ça a joué un rôle très important pour Liverpool depuis le début de la saison dans les buts encaissés. On regarde l'infographie ici et puis je vous explique en détail les circonstances défavorables. Donc, actuellement, il y a 11 buts encaissés cette saison. Comme le disait Bruno, 3 contre Leeds, 7 contre Aston Villa. Et puis sur les 2 autres matchs, il y a seulement 1 but. C'est ça l'aspect positif des choses. Mais on voit surtout que l'équipe a encaissé 6 buts sur des circonstances défavorables, c'est-à-dire 55%. Il faut savoir, pour situer par rapport à la moyenne dans toutes les ligues dans lesquelles Vision du jeu analyse les buts marqués et encaissés, la moyenne est à peu près de 30% de buts défavorables. Et par but défavorable, j'entends un tir dévié, un but contre son camp, une erreur du gardien, un défenseur qui glisse, tout ce qui n'est pas, je vais dire entre guillemets, travaillable à l'entraînement. À contrario du plan de jeu, et là ici dans ce cas-ci, puisqu'on parle de l'aspect défensif, c'est le plan de jeu adverse, l'adversaire qui construit une action collective et qui parvient à marquer suite à une tête, suite à un ballon au cordeau, suite à un centre, tout ça est quelque chose qui est difficilement contrable. Par contre, les circonstances défavorables, on est obligé d'accepter son sort. Et là, on voit qu'on est à 55%. Il faut savoir que lorsque Leicester, avant d'être champion, ils étaient en situation défavorable la saison précédente, ils étaient pratiquement derniers et ils étaient condamnés. Et leur situation était dans le même cas. Ils étaient presque à entre 55 et 60% de circonstances défavorables sur les buts encaissés. Et après, au 2e tour, cette tendance s'est inversée et ils se sont sauvés, je crois, à 4 ou 5 journées de la fin sans problème. Donc, il y a quelque chose il faut tenir compte dans le temps de cette situation. Là, 7 buts contre Aston Villa, je crois que Aston Villa a tiré 7 fois, 8 fois au but. C'est l'extrême dans son extrême et je crois qu'on ne sait rien y faire et tout le monde est passé par là. Mourinho a perdu 5-0 un jour contre Barcelone. Donc, je ne suis pas du tout inquiet pour l'aspect défensif de
de Liverpool. Donc Jean-François, si je comprends bien, 55%, c'est au-dessus de la moyenne, donc ça va diminuer dans les prochaines semaines. Mais ils ont pris 7 buts à Aston Villa, ils auraient pu en prendre 8, 9, 10. Il y a eu des poteaux, des transversales, mais finalement, ça semble confirmer ce que dit Bruno. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je ne sais pas s'il y a trop à s'inquiéter. Là, j'ai envie de dire avec le sourire, parce que je sais que ça peut faire sourire ce que je vais dire, mais il y a comme ça des phrases qu'on utilise parfois dans le football, ce sont des phrases terriblement bateaux. Alors, il y en a une qui est extraordinaire, qui est la suivante, c'est « il vaut mieux perdre une fois 7-0 que 7 fois 1-0 ». Voilà, ils ont pris sur un match toutes les circonstances défavorables. Il faut espérer que ça rentre un petit peu maintenant dans l'ordre. Sur le plan purement de l'organisation et sur la manière dont ils ont défendu, il n'y a pas grand-chose qui avait changé. Et il y a en effet des tirs qui sont déviés, voilà, le gardien qui fait une relance catastrophique. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent comme ça qui sont reste à espérer pour eux que ce n'était qu'un accident. On le verra assez vite puisque ce week-end, ils seront confrontés à un match terriblement important pour eux. C'est peut-être aussi, je dirais, l'excellente occasion de remettre les pendules à l'heure tout de suite. Et avec plus de 70% de possession de balle, le Liverpool. Donc, l'adversaire n'a pas eu le ballon, juste pour marquer. On dirait que c'est suffisant. En général, ça suffit pour gagner un match. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un derby de la Mersey aussi excitant. Everton face à Liverpool, c'est samedi à partir de 13h30. L'autre affiche du samedi, c'est Manchester City face à Arsenal à 17h30. Et c'est la réunion entre Guardiola et un de ses élèves, entre guillemets, puisqu'il a été son assistant pendant des années, c'est Mikel Arteta. Et on va commencer avec cette équipe de Manchester City, 5e saison pour Guardiola à la tête des Citizens. Il y a eu cette grosse déception, on en a déjà parlé dans vos Zooms, avec l'élimination face à l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Et le début de saison reste quand même assez compliqué pour les Citizens, même s'il reste sur un bon résultat. C'était le partage à Leeds lors de la 4e journée, un but partout. Mais on peut dire que même ce jour-là, ils s'en sont plutôt bien sortis face à l'équipe de Marcelo Bielsa. Donc, on le répète encore aujourd'hui, on repose la question, faut-il s'inquiéter pour Guardiola et pour Manchester City? Si on met le curseur sur ces 5 saisons, ils ont placé la barre très très haut. Idem pour Liverpool, les 5 saisons de Klopp. Et il faut quasiment 100 points pour être champion en Angleterre aujourd'hui. C'est parce que ces deux équipes-là sont au sommet. Après, attention à ne pas finir à court d'idées. Donc, c'est peut-être un moment charnière là pour Manchester City. On verra comment Liverpool va y répondre, on l'a dit avec le derby de la Mersey, mais peut-être qu'il faut être un peu inquiet pour City parce qu'on a l'impression qu'il y a des récurrences dans les aspects négatifs du jeu. On pense évidemment à la défense. Est-ce que tout est lié à l'absence d'un ou l'autre joueur? On a déjà dit à quel point De Bruyne est capital dans cette équipe-là. Maintenant, est-ce qu'on va dire que c'est l'absence d'Aguero ou de Gabriel Jesus qui complique? On a quand même des cylindrés à 1 milliard d'euros là. Donc, est-ce qu'un joueur peut signifier un problème technique face à certains adversaires? Moi, ce que je trouve, c'est qu'à chaque fois que l'adversaire de City aujourd'hui joue crânement sa chance et met de la pression, cette équipe, elle souffre tout le temps. Pas 2-3 fois par match, tout le temps. C'est poteau, c'est arrêt, c'est goal encaissé, elle souffre tout le temps. Et ça, pour moi, ça c'est quand même un peu inquiétant, c'est qu'il y a différents barrages qui ne fonctionnent plus dans différentes lignes. Question à poser. Justement, Christian, pour juger de l'état de forme d'une équipe, on prend le bilan offensif et le bilan défensif. Et on sait évidemment que du côté de Guardiola, il y a des principes de jeu très clairs qui sont les mêmes depuis maintenant plusieurs années, plusieurs saisons. C'était le cas au Bayern, c'était le cas à Barcelone. Donc, si on fait cet exercice pour Manchester City, que peut-on dire de ce début de saison? On commence par l'aspect défensif. Bon, on voit que l'aspect défensif, évidemment, dans le jeu est lié à l'aspect offensif. Si l'aspect offensif et la philosophie, c'est d'avoir la possession de balle, c'est de s'installer dans les 40-45 derniers mètres de l'adversaire, fatalement, on est sujet à des reconversions rapides et c'était exactement un peu ce qu'on avait démontré la fin de la saison passée. Les problèmes étaient là et on ne savait pas gérer justement ces transitions. Aujourd'hui, on remarque que sur l'aspect défensif, il y a 7 buts encaissés en 3 matchs et que sur ces 7 buts, il y en a 4 sur penalty et les 3 de plein jeu sont sur du jeu dominant placé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que les équipes et l'adversaire, les adversaires n'ont plus peur de s'installer dans les 40 derniers mètres de City. Et donc ça, c'est
la grosse différence par rapport à avant, et c'est ça qui est, à mon avis, plus inquiétant au niveau du système défensif. Alors, pour éviter que l'adversaire euh, vienne trop près de sa ligne de but, bah, il faut les pousser plus haut. Et aujourd'hui, bah, apparemment, défensivement, dans l'efficacité, ils ne parviennent pas à le faire. Et en plus de ça, sur les 7 buts encaissés, il y a 6 buts qui sont encaissés en deuxième mi-temps et 3 dans le dernier quart d'heure. Ça veut dire qu'en plus de s'imposer, on ne parvient pas à user l'adversaire pour pouvoir bénéficier d'un manque d'aspect physique adverse pour être efficace. Et là, ça, c'est inquiétant. D'un point de vue offensif, là, c'est aussi très, très, très inquiétant parce que, comme je l'expliquais juste maintenant, la philosophie de Guardiola et de l'équipe, c'est de s'imposer dans les 40 derniers mètres. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur les 6 buts, il y a seulement 2 buts qui sont marqués sur le jeu dominant. Un sur le jeu dominant placé et un sur le jeu dominant rapide. Et heureusement, chose qui n'était pas quelque chose de très fréquent dans les équipes dirigées par Guardiola, il parvient aujourd'hui à compenser avec les buts sur phase arrêtée. Donc aujourd'hui, il y a un peu, comme disait Bruno, il y a un peu quelque chose qui shift un peu et qui est un peu à l'opposé de la philosophie. Et on va voir s'ils seront capables de rééquilibrer ce problème-là. Jean-François, ça vous inspire quoi, ces chiffres, notamment au niveau défensif, où ils n'ont même pas pris un but sur reconversion rapide depuis le début de la saison? C'est étonnant. Ces chiffres-là sont très éloquents pour l'inquiétude qu'on pourrait avoir pour cette équipe. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le sentiment que Manchester City est aujourd'hui à côté de ses pompes. C'est-à-dire qu'ils avaient un modèle, ils sont plus sur leur modèle, ou en tout cas, la manière dont les rencontres se déroulent font qu'à un moment donné, ils sortent complètement de leur modèle. À l'image de ce qui s'est passé dans le match face à Leicester. 30 premières minutes, ils ont tout en main. Ils ont l'aspect offensif en main, ils ont l'aspect défensif en main, ils marquent, ils ont tout en main. Et puis, à un moment donné, et c'est là peut-être que l'inquiétude peut naître pour aujourd'hui cette équipe de Manchester City, c'est que malgré les noms qui composent l'effectif, malgré les millions dépensés, malgré les millions défensifs qu'on a dépensés aussi, c'est qu'à un moment donné, au-delà du fait qu'ils vont encaisser, c'est qu'ils perdent le contrôle de la partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont vraiment en difficulté collectivement sur le plan défensif. Ils défendent mal. J'ai encore ce match face à Leicester où à un moment donné, on trouve beaucoup trop facilement des solutions. Alors certains vont dire oui, mais les attaquants ne font plus tout à fait le même pressing que ce qu'ils faisaient avant. Et dans le système de Guardiola, si on ne fait pas le même pressing, alors etc. C'est un peu court comme explication parce que ce qu'on voit aussi, c'est des joueurs qui, en possession de balle, ont des pertes de balles dramatiques qui font qu'à un moment donné, ça offre des espaces à l'adversaire. On voit qu'à un moment donné, des joueurs ne sont même plus en confiance dans les fins de match pour demander. Et par rapport aux chiffres qu'on vient de voir sur le plan défensif, ce que City ne faisait pas avant, c'est qu'il laisse aujourd'hui certaines équipes, même parfois moins fortes qu'eux, s'installer carrément dans leur camp et à la limite les priver de ballon eux. Et on a parfois le sentiment d'avoir vu des matchs de City, comme c'était parfois le cas en Ligue des Champions face à l'adversaire un peu plus fort, de se dire mais ils sont en panique là, ou ils sont en train de paniquer, ils sont en train de perdre le fil de leur match, alors que Guardiola l'explique lui-même. Après, c'est facile quand il l'explique dans une interview, mais il dit, mais c'est à ce moment-là, on doit rester calme, on doit rester sur nos valeurs, sur notre jeu, etc. Or, c'est leurs valeurs et leur jeu qu'ils perdent complètement après une demi-heure face à Leicester. D'un point de vue offensif, Bruno, on a vu cette équipe est quand même moins efficace que par le passé. Est-ce que l'absence depuis plusieurs mois d'Agüero et depuis quelques semaines de Jesus peut expliquer en partie, en tout cas, ce manque d'efficacité? Bien sûr, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant face aux adversaires qu'ils rencontrent. Ça peut être insuffisant en Ligue des Champions d'avoir un garçon comme Agüero qui va à la moindre demi-occasion dans un rectangle, il vous la met au fond. Mais Foden, De Bruyne, Sterling, Mahrez, ça devrait répondre. Hein. Je crois que c'est un vrai problème d'organisation, c'est un vrai problème de restructuration, d'analyse dans les fondamentaux de cette équipe-là. Et ça part par l'arrière. Mendy, peut-être pas suffisant, même s'il est très puissant. Walker, très rapide, mais il n'est plus dans le collectif. C'est des gens qui jouent pour eux. Charnière centrale, Ake, Garcia, combien de ballons intéressants passent de cette ligne-là dans le jeu?
Rodri, Fernandinho, quel apport offensif? Il y aura maintenant Ruben Dias, mais on a quand même du mal à croire que dès le premier match, il va changer tout cela sur un coup de baguette magique. On a vu à Manchester United qu'il y a eu des changements. Parce que là, on n'en parle pas aujourd'hui des Red Devils, mais on est à Manchester. Un petit mot quand même. Il y a une vraie crise là. Hein. 11 buts encaissés. Ça méritera un zoom, rien que pour eux. Hein. Ce sera peut-être pour la semaine prochaine, effectivement. Serge, juste rajouter, parce qu'il parlait de Foden, je suis désolé, mais on attendait Foden avec beaucoup d'impatience. Certains, l'année dernière, il joue pas, il faut le faire jouer. Il joue cette année. Moi, je trouve pas qu'il est au rendez-vous, honnêtement. Ça a une conséquence, c'est que Mahrez n'est plus au rendez-vous non plus. C'est-à-dire Mahrez ne joue plus parce que Foden joue. Il y a une grosse pression des médias aujourd'hui de son pays sur le fait qu'il ne joue pas et pourquoi il ne joue pas, etc. Et vous savez, quand ce genre de mécanique se met en place, ça met de la pression sur tout le monde. Et donc, je dirais que est-ce que la problématique aujourd'hui de City n'est pas cette dislocation justement du collectif par les égos individuels qui sont en train de reprendre le dessus sur une gestion et voilà, parce que c'est pas le talent. Le talent, il y en a. Enfin, il y en a. Après, sur les attaquants, moi, je suis désolé, un club qui a autant d'argent à dépenser se retrouve orphelin de 2 attaquants et qui derrière se retrouve autant en difficulté. Ils avaient transféré le jeune Moreno pour 10 millions. Voilà, il dépense quand même beaucoup d'argent pour des jeunes joueurs qui, en définitive, ne leur rapportent pas grand-chose. Et Foden, pour le moment, en fait partie. Je rappellerai quand même qu'il reste sur une des frasques dans l'équipe d'Angleterre. C'est bien d'être jeune et talentueux, mais à un moment donné, il faut montrer sur le terrain qu'on a le talent pour… Match très important en tout cas pour City. On va parler évidemment d'Arsenal. Christian, on va faire la même chose. On va tirer le bilan défensif et offensif. Et est-ce qu'on peut dire, je lance la phrase comme ça, que Mikel Arteta, pour le moment, fait plus de Guardiola que Guardiola lui-même? En tout cas, dans les chiffres, c'est exact. Serge. Évidemment, dans l'aspect défensif, on remarque qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le déséquilibre. Comme pour Guardiola, c'est basé sur le jeu offensif. Qu'est-ce qu'on fait donc comment s'adapte ce jeu défensif par rapport à ce jeu offensif? Et là, on voit en fait que les problèmes viennent que d'un flanc, c'est-à-dire le flanc gauche défensif. Alors, est-ce que c'est les 3 défenseurs centraux qui ne parviennent pas à se coordonner pour couvrir cette aile gauche, ou est-ce que c'est le travail hyper prolifique des latéraux offensifs gauche qui fait qu'il y a une carence au niveau défensif? En tout cas, ce qu'on remarque, et je l'ai entouré donc dans cette ellipse un peu suréclairée, l'origine des buts encaissés. Et là, ça se passe là. Donc, on invite le téléspectateur à voir dans le match de ce week-end et voir s'il y a quelque chose qui a été réglé dans cet aspect défensif. On en a parlé, Serge, en préparant l'émission avec les 2 joueurs qui sont utilisés de ce côté-là. Il y en a un qui malheureusement est un milieu droit de formation et il se retrouve un peu dans un poste de défensif gauche. Ouais, Maitland-Niles, Oui. évidemment, joue normalement flanc droit. Il a déjà été utilisé, notamment dans les gros matchs, fin de saison dernière face à Liverpool, de nouveau face à Liverpool cette saison. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait que ce soit le flanc d'Aubameyang qui est le joueur qui a le moins de devoirs défensifs dans cette équipe? C'est peut-être de là aussi que ça peut venir. Ah ben, là, tu évoques un peu le même problème que Bruno évoquait, c'est-à-dire ou que Jean-François évoquait, est-ce que les offensifs de l'équipe font leur travail défensif? Et là, c'est quelque chose en fait qu'il faut régler parce que quand on regarde l'aspect offensif, on voit qu'il y a le flanc gauche est très très utilisé et très haut, avec 3 centres notamment. On l'avait vu dans les explications sur Lacazette qui adorait les ballons qui viennent au cordeau sur des centres de la gauche. Mais on voit que sur les 8 buts marqués, il y en a 7 de plein jeu. Il y en a 3 qui viennent sur centre dans la dernière zone du flanc gauche et sur du jeu dominant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est compensé collectivement pour qu'on puisse laisser cette force du flanc gauche d'aller jouer très haut et de devoir faire moins de travail défensif? Ça, c'est quelque chose à observer évidemment dans les prochaines semaines. Mais au niveau de l'aspect offensif général, Arteta fait du Guardiola, c'est-à-dire 7 buts sur jeu dominant, 5 sur placé, 2 sur rapide et seulement un petit but sur phase arrêtée et absolument pas de but sur reconversion rapide. L'élève commence à dépasser le maître, à mon avis, dans ce domaine pour le moment et dans son efficacité. Alors, c'est un bilan quand même très intéressant pour Arsenal, avec aussi
un transfert de dernière minute dans le mercato, puisque Arsenal a payé la clause de départ de Thomas Partey, le joueur ghanéen qui vient de l'Atlético Madrid. Est-ce que, bon, ça, il n'a pas encore joué, donc c'est juste, on va dire, un avis qu'on peut avoir là-dessus. Est-ce que c'est la pièce du puzzle qui manquait peut-être à Arteta pour que cette équipe soit vraiment compétitive et puisse lutter pour le top 4, voire le titre? Moi, je crois que la pièce du puzzle qui manquait à Arsenal, c'est peut-être Arteta. Ce ne sera peut-être pas un joueur qui fera la différence. Maintenant, il y a toute une fraîcheur qu'amène Arteta, ce que Guardiola n'a peut-être pas ou plus du côté de Manchester City, parce que ce sont des systèmes exigeants, hein, à faire à suivre sur la durée. Les Gunners nous ont habitués là depuis quelques saisons à avoir des vagues très très hautes et puis avoir des creux, des gros creux. Donc, attendons encore avant de juger. Christian? Oui, par rapport à Partey, c'est très intéressant parce que son conditionnement, il vient d'une équipe donc, qui est coachée par Simeone, et donc c'est l'aspect défensif qui est primordial dans le système. Donc, il a ce conditionnement comme joueur de s'atteler à la tâche défensive. Donc, il va pouvoir probablement régler certains problèmes. Et deuxièmement, je viens juste de regarder au niveau de l'aspect offensif, il est très, très intéressant. Il ne marque pas beaucoup de buts, mais il marque énormément de buts sur des tirs hors rectangle. Et ça, dans le système d'une équipe qui veut jouer dans un jeu dominant placé et qui va se retrouver face à un bloc bas, bien organisé, il va pouvoir déverrouiller dans des moments importants. Ce sera donc samedi à 17h30, City face à Arsenal avec le narratif. Jean-François? Juste une dernière réflexion, c'est la troisième confrontation entre les deux entraîneurs, c'est 1-1 pour le moment. Il y a eu la demi-finale de la Cup qu'Arteta avait gagné, effectivement. Et donc, quand même, Arsenal reste sur une victoire face à City. Et j'ai envie juste de rajouter, j'observerai ça ce week-end parce que je pensais à ça et j'écoutais Christian qui parlait du flanc gauche et je me faisais une réflexion sur aussi peut-être les trois joueurs défensifs qui restent, je dirais, les trois axiaux quand on y joue avec trois ou bon, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gaucher dans l'équipe. Et donc, du coup, pour la couverture côté gauche, elle est peut-être moins bien opérée. Il y a Tierney quand même, dans le 3 défensif, il y a Tierney. Oui, mais c'est peut-être une question collective, en fait, de régler le problème quand il y en a un qui sort, de venir fermer, je ne sais pas, je regarderai ça ce week-end avec beaucoup d'attention et donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, mais voilà, puisque Guardiola devra, s'il a regardé aujourd'hui les indications de vision du jeu, il va attaquer sur les droits. Mais bien sûr qu'il regarde. L'élève face au maître, donc samedi 17h30, City face à Arsenal. Un petit mot quand même, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais sur cette équipe qui surprend aussi depuis le début de la saison, Aston Villa, qui va du côté de Leicester. Donc c'est une affiche aussi, puisqu'Aston Villa a 100% des points, mais n'a joué que 3 matchs, 9 points. Alors cette équipe qui s'est sauvée de justesse la saison dernière, lors du dernier match, dans les dernières minutes, a fait quelques bons transferts durant l'été. On a vu Oli Watkins, un triplé face à Liverpool, Ross Barkley, Emi Martinez, Matty Cash. Cette équipe a l'air bien balancée, a l'air solide. Après, bon voilà, ça doit être confirmé dans les prochaines semaines, mais c'est un début vraiment de saison incroyable pour Aston Villa. Martinez est un héros. Hein. Oui. Il était Arsenal. Déjà, c'était un héros. Donc, lui, il arrive là avec une auréole exceptionnelle et c'est très, très important d'avoir un dernier rempart de ce niveau-là. Ross Barkley, point d'interrogation, on verra. C'était un peu décevant sur l'ensemble de sa carrière par rapport à ce qu'on attendait de ce garçon-là. Il va peut-être s'épanouir complètement à côté de Grealish. Grealish, ça c'est une pure merveille à regarder. Hein. Alors, c'est une pure merveille. Les cheveux gominés, le short bien moulant. Je ne parle pas de son look. Hein. En parlant de pure merveille, je ne parle pas encore de son look. Il a le plus beau extérieur de pied qu'on puisse imaginer dans le football aujourd'hui. En général, Jean-François ne va peut-être pas me contredire, quand on voit un jeune commencer à faire 3 passes de l'extérieur du pied à un entraînement, on va vite aller le voir et discrètement lui dire « ça suffit ». Mais surtout qu'il le fait très bien de l'intérieur du pied aussi, donc c'est pardonné. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à Aston Villa. C'est 3 matchs, 11 buts. Alors, particularité extraordinaire qui est très, très rare, c'est 0 but marqué sur centre et 0 but marqué dans le dernier quart d'heure. Donc, je pense qu'ils ont encore de la marge ou alors ils ont épuisé tout le crédit des circonstances favorables. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Aston Villa champion ou non? Ou deuxième derrière Everton, hein, on verra. Voilà, Everton, Aston Villa. Et puis, voilà. C'est quand même un championnat, une première ligue qui marche un petit peu sur la tête depuis le début de la saison, mais ça fait…
En tout cas, beaucoup d'équipes à suivre, beaucoup d'équipes qui ont du charme, qui ont du charisme. Aston Villa en fait partie, Everton. Donc, c'est vraiment un championnat différent, mais tellement passionnant à suivre. Bon, on va s'arrêter là, messieurs. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup, Christian. Et merci, Jean-François. On vous retrouve évidemment ce week-end sur Vous Sport World à partir de 13h30. Gros derby de la Mersey, Everton-Liverpool. Et puis, la 5e journée s'étale jusque lundi soir. On vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vous Zoom. Ciao, ciao.